Julien, on va partager les slides et je vais te laisser démarrer ta conférence sur le maillage interne. Donc, gros sujet. Hop là. Allez, bonne conférence à vous. Allez, c'est parti. Alors du coup, merci Nicolas pour l'introduction. Je ne vais pas me représenter. Voilà, je suis consultant SEO, spécialiste des problématiques techniques et puis également, et c'est surtout le sujet d'aujourd'hui, je suis ambassadeur d'OnCrawl et je suis là pour vous parler de maillage interne. Donc le titre officiel de cette conférence s'appelle Analyze, Optimize, Repeat, avec un magnifique accent anglais comme ceux qui parlent bien anglais l'auront remarqué. C'est ironique, évidemment. L'idée, c'est de vous montrer quelques sujets importants dans une démarche d'optimisation du maillage interne, et puis également vous présenter quelques concepts qui me tiennent beaucoup à cœur, puisque ça fait partie des sujets qui sont très récurrents dans mon métier, on va dire. Et le premier élément sur lequel j'ai envie de partager avec vous, c'est d'abord des notions importantes quand on parle de maillage interne, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir en tête avant de commencer, ne serait-ce qu'à analyser son maillage interne. La première notion, et ça fait déjà partie des choses qu'il faut vraiment avoir bien en tête, c'est que toute page de votre site est une page d'entrée potentielle. Un visiteur arrive évidemment parfois par la page d'accueil, ça peut souvent être votre première page d'entrée sur votre site, mais il peut arriver sur n'importe quelle autre page également. En tout cas, si tant est que vous avez un minimum bien fait votre travail, ne serait-ce qu'en SEO ou sur d'autres leviers d'acquisition, pour faire en sorte que les visiteurs arrivent un peu partout. Ça, c'est très important parce que les autres éléments qu'on va voir par la suite vont être influencés par tout ça. Un exemple très simple, si j'ai un visiteur qui arrive sur une page produit sur un site e-commerce, il ne faut pas qu'il soit enfermé sur cette page produit, il faut que je lui permette certes de convertir, d'acheter le produit, mais peut-être qu'il a envie d'aller consulter d'autres produits dans la même catégorie ou dans d'autres catégories. Je vais devoir réfléchir à la manière dont je conçois mon maillage pour que je puisse naviguer tranquillement sur le site, quelle que soit la page d'entrée. Autre notion qui est très importante à mes yeux, c'est le scope SEO, c'est-à-dire en gros quelles sont les pages que je vais considérer comme étant de mon ressort en tant que consultant ou que responsable SEO. Grosso modo, pour moi, on a 3 grands groupes de pages, on va dire. On va avoir le plus gros cercle qui sont les URL disponibles, c'est-à-dire toutes les pages du site, y compris des choses qu'on ne peut pas forcément voir lorsqu'on n'est pas connecté, par exemple, lorsqu'on ne remplit pas des formulaires, etc. etc. On va avoir également un cercle un petit peu plus restreint qui va représenter toutes les URL qui sont crawlables, c'est-à-dire toutes les URL qui peuvent être accessibles, notamment pour un robot d'un moteur de recherche. Et en gros, ça correspond plus ou moins à tout ce qui est accessible en cliquant sur un lien interne sur le site. Et puis, parmi ces URL crawlables, on a un dernier élément qui sont les URL indexables. Donc, l'idée, c'est d'avoir des pages qui répondent bien avec un code HTTP 200, qui sont bien indexables, qui n'ont pas une balise canonical, par exemple, qui renverrait vers une autre page, etc. etc. Et l'idée, évidemment, c'est que le scope SEO, pour moi, c'est justement ces 2 derniers cercles concentriques. Donc, tout ce qui est accessible via un lien interne, ça m'intéresse parce que c'est justement le sujet du jour, gérer nos liens internes. Et puis, évidemment, je vais essayer de faire en sorte que toutes ces pages qui sont accessibles via un lien interne soient au maximum possible des pages indexables. L'autre notion par rapport à tout ça, c'est que tout ce qui concerne les résultats de moteurs de recherche interne, les espaces connectés, etc., etc., c'est pas vraiment de mon ressort. Je peux avoir un avis dessus, je peux donner des éléments de recommandation, on va dire, mais j'ai envie de dire que c'est pas mon job et charge à la personne en charge, justement, de faire ce qu'elle veut dessus. Et puis, un dernier élément qui est vraiment important, c'est cette réflexion à avoir sur le maillage interne en pensant que c'est un maillage en 3 dimensions. Je vais vous parler notamment de maillage descendant, de maillage remontant et de maillage transverse. On va voir rapidement un petit peu plus dans les détails ce que ça veut dire. Donc le maillage descendant, c'est tout simplement lorsque j'arrive sur une page d'un niveau supérieur, les liens qui vont me permettre de descendre dans la hiérarchie de mon site, d'accéder au niveau inférieur dans l'arborescence.
Inversement, le maillage remontant va concerner du coup tous les liens qui vont me permettre de remonter dans l'arborescence. Donc typiquement, on va parler de fil d'Ariane, on va parler de ce genre de choses-là. Jusque-là, il n'y a rien qui devrait trop vous surprendre. Et puis le dernier élément et la dernière dimension du maillage interne, et il va concerner tout simplement les liens transverses. On verra tout à l'heure quelques exemples de tout ça, et on va en parler un peu plus dans les détails, mais grosso modo, c'est un des éléments qui est probablement les plus importants pour le SEO, parce que ça va nous permettre d'une part de créer des liens très contextualisés entre des pages de niveau équivalent, évidemment en respectant un tant soit peu tout ce qui va être thématique, etc. Et d'autre part, ça va également être souvent un levier d'amélioration du SEO très très intéressant. Moi, j'ai vécu plein d'exemples de sites sur lesquels la mise en place d'un bon maillage transverse a permis d'obtenir des bons résultats. On verra quelques exemples tout à l'heure. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer à une première partie d'analyse, puisque il va falloir commencer à regarder où on est, qu'est-ce qu'on a en stock, entre guillemets, et puis qu'est-ce qu'on peut améliorer ou pas. Donc on va faire en gros un genre d'audit de notre maillage. Et du coup, se pose la question de quelles sont les données, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour analyser tout ça. Moi, j'en ai noté 3 ici qui sont un peu vagues, évidemment. Les 2 premiers sont vraiment essentiels à mes yeux. C'est important d'avoir évidemment un outil pour crawler le site et être capable du coup de simuler entre guillemets le parcours d'un robot, d'un moteur de recherche sur le site, avec quelques biais sur lesquels je vais malheureusement pas rentrer en détail aujourd'hui, mais concrètement, un crawler tel que OnCrawl ou d'autres outils sur le marché va pas du tout se comporter de la même manière qu'un crawler comme celui de Google, donc Googlebot, parce que les logiques sont pas les mêmes, les temporalités sont pas les mêmes également. Lorsqu'on fait un crawl avec un outil SEO, notre but c'est d'avoir un crawl qui soit le plus exhaustif possible d'un site, et le tout réalisé en un temps record, entre guillemets. C'est pas du tout la logique de Google qui vient parcourir des pages un petit peu comme il le veut, quand il le veut. C'est pour ça que le deuxième type d'outil et le deuxième type de données est très important également. Donc tout ce qui va concerner les logs d'accès serveur à votre site. Et ça va en fait nous permettre d'aller voir tout ce qui se passe sur le site, y compris le trafic qui est généré par les robots des moteurs de recherche. Donc on va être capable comme ça de savoir quelles sont les pages que Google est venu voir sur mon site, à quelle fréquence, à quelle date il est venu ou pas, est-ce qu'il vient bien parcourir mes nouvelles pages par exemple, etc. etc. C'est vraiment un des outils les plus essentiels et efficaces quand on parle de SEO technique. Et puis du coup, j'ai mis une troisième petite case avec ce que j'ai appelé les autres outils. Les autres outils, c'est tout simplement tout ce qui va nous permettre d'enrichir ces données-là. On peut déjà faire un bon boulot avec simplement du crawl et de l'analyse de log, mais évidemment, lorsqu'on commence à rajouter des informations qui vont nous permettre de juger de la performance et des résultats obtenus par nos pages, c'est d'autant plus intéressant. Donc là, on va pouvoir, par exemple, se parler trafic, extraire des données de Google Analytics ou de tout autre outil d'analyse du trafic. Mais on va également pouvoir intégrer peut-être des données de stock, des données de marge sur un site e-commerce, de rentabilité, etc. etc. En fait, libre à vous d'intégrer les données qui vous paraissent pertinentes. Ça ne fera que rendre justement vos analyses le plus pertinent possible. Et du coup, je vous encourage à choisir les bons outils qui vous permettent de mêler toutes ces sources de données-là ensemble, parce que c'est là où le summum de notre analyse en SEO va pouvoir se faire. Maintenant qu'on a dit ça, on va commencer par une première phase de nettoyage, parce que avant de commencer à optimiser les choses, il faut déjà corriger les petits soucis. Donc l'objectif dans un premier temps, il est tout simplement de corriger les erreurs, de faire en sorte qu'on ait un site qui soit propre. Et le premier élément auquel je vais m'intéresser, c'est le volume de données. Donc je vais comparer tout simplement le nombre d'URL que j'ai trouvé lorsque j'ai crawlé le site avec le nombre d'URL que Google connaît sur mon site, d'après ce que me disent les logs. Et puis également rajouter par exemple le nombre de pages indexées, le nombre de pages actives, c'est-à-dire de pages qui génèrent du trafic sur mon site sur une période donnée.
Et éventuellement, ce qui peut être très intéressant également, c'est de comparer tout ça avec l'inventaire de produits ou d'annonces ou de pages que j'ai dans ma base de données. L'idée, c'est qu'il peut y avoir vraiment des différences entre ces différents volumes de données et on doit être capable d'identifier si on a des volumes qui sont similaires et représentatifs. On trouve rarement les mêmes données exactement. L'idée, c'est évidemment d'avoir les mêmes ordres de grandeur et à quelques pourcents près les mêmes volumes partout. Une fois que ces soucis-là sont réglés, on va pouvoir s'intéresser également aux codes réponses. Donc les codes réponses HTTP, c'est une manière en fait d'indiquer d'un point de vue très technique la santé, on va dire, des URL auxquelles on fait appel. L'objectif pour nous en SEO, c'est d'avoir le maximum de pages qui répondent avec un code HTTP 200, mais on peut avoir par exemple besoin de faire appel à des redirections. On peut avoir des pages qui sont supprimées ou qui n'existent pas, donc qui vont envoyer des erreurs de type 400. Et puis, on peut également avoir des problèmes techniques qui vont envoyer souvent des erreurs serveurs. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de tout ça. Je vous encourage en tout cas à aller parcourir la liste des codes HTTP, par exemple sur Wikipédia ou sur d'autres sites un peu officiels de ce type-là. Vous verrez que des codes HTTP, il y en a plein. Je n'ai même pas le nombre exact en tête, mais je pense qu'il y en a autour d'une centaine. Ils sont classés par famille et surtout, chaque code a une signification bien précise et va vous permettre de renvoyer techniquement un message très différent selon les cas. Donc faites bien attention justement à bien comprendre ces codes-là et à les utiliser à bon escient. Je pense par exemple à des codes d'erreur tels que 404 ou 410, dont vous entendez peut-être parler dans le monde du SEO. On parle beaucoup de l'erreur 410 parce que c'est un code qui va nous permettre d'indiquer qu'on a supprimé un élément. À l'inverse, l'erreur 404 indique qu'un élément n'existe pas. Donc si je supprime moi-même de mon inventaire une page, je peux renvoyer par défaut une erreur 404, mais en fait, je ne vais pas indiquer que c'est bien une action voulue de mon côté. Et si j'envoie une erreur 410, ce sera mieux pris en compte par tous les outils, y compris par les moteurs de recherche. Maintenant que j'ai parlé des codes réponses, on va quand même s'intéresser à quelques grandes familles de codes réponses. Et les premiers sont les erreurs serveurs, donc tout ce qui commence par 500. Vous allez notamment recevoir beaucoup d'erreurs de type 500, 502, 503, etc. Dans tous les cas, la bonne pratique là-dessus, ça va être de récupérer les URL qui répondent avec un code d'erreur 500 et recrawler ces URL-là. L'idée, c'est de pouvoir vérifier si c'est simplement un problème ponctuel, auquel cas, on va surveiller et faire en sorte que ce problème ne se reproduise pas trop souvent. Et puis, par contre, si mes pages répondent systématiquement avec une erreur 500, c'est que là, j'ai un problème technique derrière, donc il va falloir aller débugger tout ça avec les développeurs et comprendre d'où le problème vient. L'idée, du coup, c'est de surveiller également dans la durée, donc par exemple via l'analyse de log, que je n'ai pas un taux d'erreur 500 qui apparaît trop élevé, notamment aux yeux des moteurs de recherche. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, déjà reçu des alertes via Google Search Console, par exemple, pour vous dire « Attention, votre site a un taux de connectivité trop faible ». C'est mauvais signe lorsque ça arrive et c'est beaucoup plus intéressant de suivre cette activité-là via l'analyse de log pour être sûr de détecter le plus vite possible ce genre de problématique. L'idée, c'est que sur un site, notamment sur des sites qui commencent à avoir une volumétrie de page un peu élevée, c'est assez récurrent d'avoir de temps en temps quelques erreurs. Je vous ai mis ici une capture d'écran d'un client sur lequel on voit qu'on a parfois des montées jusqu'à 4-5 erreurs par jour. On est sur un site où on a plus de 100 000 visites de Googlebot chaque jour. Donc, s'il rencontre une fois sur 100 000 une erreur 500, c'est pas dramatique du tout. Par contre, lorsque je vais commencer à en avoir quelques centaines, là, c'est qu'il y a vraiment un problème technique. Et du coup, il faut absolument pouvoir réagir le plus vite possible. Autre type d'erreurs, ce sont les erreurs qui concernent tout ce qui va être page supprimée ou page introuvable. Et ici, la logique va être très très simple, c'est tout simplement de corriger les liens qui pointent vers ces pages en erreur. Donc,
concrètement, il y a 2 cas de figure. Soit j'ai une page équivalente et du coup, je vais simplement remplacer le lien et puis rediriger l'URL erronée vers la nouvelle URL. Et si j'ai pas de page équivalente, la plus simple des optimisations à faire, c'est tout simplement de supprimer le lien. Et du coup, s'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de problème. Dernier cas, ce sont les redirections, donc tous les codes en 300 quelque chose. Là-dessus, une info qui est très très importante à retenir, c'est qu'une redirection, c'est un échange supplémentaire entre l'internaute et votre site, et du coup, c'est grosso modo, en grossissant un petit peu le trait, en moyenne, c'est 500 millisecondes de perdu. Donc, une demi-seconde de perdu si jamais vous avez une redirection pour passer d'une page A à une page B. L'idée, c'est qu'on va du coup éviter d'avoir notamment des chaînes de redirection, donc c'est-à-dire des liens depuis A qui redirigent vers B, qui redirigent vers C, etc. Ou pire encore, des chaînes de redirection, c'est-à-dire une redirection tout simplement en boucle. J'ai dit chaîne, mais je voulais dire boucle, désolé. Et puis, évidemment, comme pour la slide précédente sur les erreurs 400, on va également essayer de mettre à jour tous les liens qui pointent vers des redirections. Même si la page cible est en bonne santé, l'idée, c'est que on puisse pointer directement nos liens vers la page cible sans passer par une étape intermédiaire, puisqu'on va faire du coup gagner du temps à tout le monde. C'est vraiment un des points clés, et j'en parle souvent, notamment lorsque je fais des formations. Pour moi, le rôle, ou en tout cas un des objectifs en SEO technique, c'est justement de faire gagner du temps aux internautes et à Googlebot. Et si votre site est facile à comprendre pour tout le monde, eh bien, vous aurez des bons résultats. Alors, point important, lorsque je vous dis de mettre à jour les liens pour pointer directement vers la page cible, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les règles de redirection. Vous pouvez et vous devez les maintenir absolument. C'est vraiment 2 éléments qui sont distincts, donc pensez bien à conserver vos règles de redirection, voire même à surveiller qu'elles ne sautent pas avec le temps. Dernier petit point sur cette partie nettoyage. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est qu'on ait un maximum de pages en 200. Maintenant, lorsque je vois un graphique comme celui-ci, où on a 100% de nos pages qui répondent en 200, pour moi, c'est un petit peu problématique, on va dire, ou en tout cas, ça attire mon attention. Du coup, je vous encourage également à bien surveiller le fait que votre site, votre serveur est bien configuré pour renvoyer les bons codes réponses dans les bons cas de figure. Ici, typiquement, si je vais sur le site de SEMJ et que je teste une URL qui ne doit pas exister avec cet outil en ligne, alors il y en a plein d'autres qui existent, vous pouvez également utiliser des crawlers, etc. En tout cas, n'hésitez pas à tester justement des URL qui ne doivent pas exister, par exemple, pour bien vérifier que dans les entêtes HTTP, on a bien le bon code réponse qui apparaît. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez un problème technique et que, par exemple, si toutes mes URL répondent en 200, je peux demander à Google d'indexer un petit peu tout et n'importe quoi sur mon site, ce qui pourrait s'avérer assez problématique. Maintenant que cette phase de nettoyage est terminée, on va passer à l'analyse à proprement parler. Et donc là, l'idée, ça va être d'identifier les problèmes et de voir ce qu'on peut commencer à améliorer pour faire en sorte que notre maillage soit efficace et optimal pour le SEO. Le premier point important, c'est que je vais essayer de faire en sorte que les liens internes que je propose n'envoient que vers des pages qui sont indexables, donc qui font bien partie de mon scope SEO, mais qui soient bien indexables pour les moteurs de recherche. Ça veut dire notamment que je vais faire la chasse à tous les liens qui vont pointer vers des pages en no-index, des pages interdites par le robots.txt, par exemple, ou encore des pages qui contiendraient une balise canonical qui elle-même pointe vers une autre page. L'idée, c'est vraiment de maximiser la quantité de pages qu'on a sur la colonne de gauche, ici, sur ce graphique, donc la quantité de pages qui sont indexables. L'autre problématique par rapport à cette notion d'indexabilité, c'est le fait qu'on est aujourd'hui dans une ère où les moteurs de recherche, y compris Google, indexent de moins en moins facilement le contenu. Alors, je vous ai mis ici une petite citation de John Mueller que j'aime bien, qui nous dit que, en gros, si vos contenus ne s'indexent pas, c'est pas forcément la faute du contenu tout seul, mais c'est peut-être la faute du site dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire que on a beau bien travailler le maillage interne et la partie technique de notre site, il faut aussi avoir du bon contenu, de la même manière qu'il faut aussi avoir des bons liens externes. Tous ces 3 piliers du SEO fonctionnent ensemble et ne doivent pas être
considérées trop différemment. Et puis également, il va falloir du coup se poser des questions sur l'inventaire de pages qu'on propose aux internautes et aux moteurs de recherche. Typiquement, donc j'ai parlé un petit peu de qualité et de quantité du contenu, mais je vais éviter par exemple tous les liens qui pourraient pointer vers des pages vides, vers des produits qui ne sont plus disponibles à la vente, qui ne sont plus en stock, etc. etc. Je vais me poser des questions en tout cas sur tous ces éléments qui pourraient faire en sorte que je propose aux internautes et aux moteurs de recherche des pages qui ne sont pas de bonne qualité. Et puis un dernier élément également à avoir en tête, c'est que si vous venez de lancer un site que personne ne le connaît, il va probablement falloir également penser à la case netlinking pour le populariser un petit peu et lui donner un peu de boost et de crawl budget, on va dire, même si là je simplifie beaucoup, pour faire en sorte que les moteurs de recherche viennent le visiter de manière fréquente. Autre élément qui est souvent un petit peu oublié, ce sont les pages orphelines. Alors, je vous ai mis ici une petite capture d'écran sur un site où on voit qu'on a 50 000 pages orphelines qui font 23 000 visites, etc. C'est vraiment un des points qui peut être très intéressant parce que, au fur et à mesure des évolutions d'un site, on a parfois des pages qui disparaissent de notre structure, mais qui ne disparaissent pas forcément de l'index des moteurs de recherche et qui peuvent continuer à être actives, à générer du trafic. J'ai le cas en tête d'un client sur lequel je viens de faire un audit il y a quelques semaines, sur lequel on a trouvé, par exemple, toutes les pages sur lesquelles ils proposaient des e-books qui n'étaient plus présentes dans la structure. C'est dommage parce que c'est dans leur business un très bon moyen de récupérer des leads parce que les gens vont laisser leurs coordonnées pour récupérer l'e-book. Donc, si on ne travaille pas un minimum ces pages-là en SEO, c'est un petit peu dommage de passer à côté de cette opportunité-là. L'idée sur les pages orphelines, évidemment, ça va être de regarder de quelle page il s'agit. Est-ce que c'est des pages qui sont tout à fait compliant et que je peux réintégrer à ma structure? Est-ce qu'au contraire, il faut que je les supprime ou que je les redirige vers d'autres contenus équivalents? En tout cas, il faut faire le nettoyage et faire en sorte que Google s'attarde sur les pages de votre site et pas forcément des pages qui n'appartiennent plus vraiment à votre site. Autre notion importante, c'est la profondeur des pages. Donc, c'est typiquement le nombre de clics depuis la page d'accueil de votre site pour atteindre tel ou tel niveau de page. L'idée, c'est que plus une page est profonde, moins elle a de chances d'être crawlée. Et si Google ne vient pas crawler votre page, elle ne va pas apparaître dans les résultats du moteur de recherche. On a ici un exemple assez concret avec le taux de crawl de pages en fonction de leur niveau de profondeur sur un site. Et on peut voir qu'à partir du niveau 4, 5, ça devient très très compliqué d'être compétitif. Et puis si on dépasse ce niveau-là, il n'y a plus rien qui se passe. Deux choses ici. Alors déjà, le fait que c'est pour ça qu'on vous encourage en général à faire en sorte d'avoir le moins de niveau de profondeur possible, tout en respectant évidemment les bonnes pratiques du X. L'autre point, c'est également que lorsqu'on voit ce genre de graphique-là avec une longue traîne, on va dire, de pages dans la structure d'un site, ça doit attirer également notre attention sur des problématiques, notamment ce qu'on va appeler des spider traps, c'est-à-dire des pièges à crawlers, des éléments qui pourraient, par exemple, générer de manière un petit peu illimitée des URL qui n'ont ni queue ni tête. Je pense notamment à certains moteurs de navigation à facettes pas maîtrisés qui peuvent générer virtuellement de manière infinie des URL. Et puis également, ça peut être souvent des problèmes de pagination. Donc faites bien attention à ces éléments-là dans la navigation de votre site. Ça fait partie des éléments qui peuvent être utilisés en SEO, on verra tout à l'heure, mais il faut faire attention à ce qu'on fait avec tout ça. Et puis pensez également que certaines pages peuvent vous paraître pas très utiles d'un point de vue utilisateur, mais elles peuvent être tout à fait importantes par rapport à la structure du site et à l'accès, désolé, je perds mes mots, à l'accès au reste du site. Typiquement, je pense à des pages comme la pagination, par exemple. Certes, avoir trop de pages de pagination, ça peut être un problème. Par contre, si elles sont vraiment nécessaires pour atteindre l'intégralité de vos produits sur un site e-commerce ou de vos annonces sur un site de petites annonces, il va être difficile de s'en passer. Donc, faites bien la part des choses entre des pages qui sont vraiment pas utiles, pas efficaces et qu'on peut, par exemple, supprimer, et puis des pages qui ne sont pas utiles d'un point de vue trafic, mais qui vont l'être d'un point de vue plus technique et accès au contenu.
On va maintenant passer à des choses un petit peu plus sérieuses et je vais vous parler notamment de PageRank. Donc la formule du PageRank, alors il y a un exemple que vous pouvez voir ici qui est un petit peu barbare et que je ne vais pas vous détailler. Mais en tout cas, c'est toujours aujourd'hui un des éléments clés de l'algorithme de Google et qu'on peut expliquer de manière un petit peu plus ludique en parlant de surfeur aléatoire. Si je schématise, le surfeur aléatoire, c'est en gros un internaute un petit peu bené qui vient un peu au hasard sur une page et qui va cliquer au hasard sur un des liens de cette page. Et le PageRank, c'est grosso modo la probabilité que le surfeur aléatoire arrive sur une page en fonction justement de ce comportement-là. Alors aujourd'hui, on a des méthodes peut-être un peu plus évoluées de calcul du PageRank, mais en tout cas, ça va nous donner des informations très très intéressantes puisque il y a déjà une première corrélation qui est très très évidente qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il y a un lien direct entre le PageRank interne d'une page et puis le nombre de visites qu'elle va générer à la fois par rapport au moteur de recherche et donc à Googlebot, mais également au trafic au final. Et souvent, le trafic, c'est quand même ça qu'on essaie d'optimiser. Grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus une page va être mise en avant et obtenir un gros PageRank interne sur votre site, plus elle a de chances de bien performer en SEO. Donc, une petite analyse très facile que vous pouvez faire. Alors, j'ai mis ici l'exemple d'un petit blog, pas forcément au cœur du sujet, mais qui nous donne déjà un exemple. J'ai simplement classé les URL en fonction du PageRank interne que j'ai calculé. Et on peut du coup comparer, est-ce que ces pages-là, donc ce top 10 ici, est bien en accord avec ce que j'ai envie de mettre en avant sur mon site. Alors ici, on est sur un site où il y a un petit peu de travail SEO qui a été fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais sur plein d'autres sites, vous allez tomber parfois sur des mentions légales, la page de contact, etc., etc. À vous de voir si c'est des pages qui sont importantes ou pas à être beaucoup mises en avant sur votre site. On peut également aller un petit peu plus loin dans les analyses. Alors ici, j'ai mis un de mes graphiques fétiche plutôt, qui se lit de bas en haut. En gros, on a en bas le nombre de pages dans une catégorie donnée. La strate au-dessus, c'est la somme du PageRank interne pour cette catégorie. Encore au-dessus, on a le volume de visites de Googlebot sur cette catégorie-là. Et puis, pour finir, on a le nombre de visites organiques, donc de trafic SEO qu'on a généré. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a par exemple, alors je ne sais pas si on voit ma souris, mais on a une zone d'une catégorie qui est en vert, qui est la deuxième catégorie en partant de la droite, tout en bas, qui représente très peu de pages sur le site, qui n'est pas vraiment plus mise en avant que les autres d'un point de vue PageRank et donc maillage interne, mais par contre, elle va générer énormément de trafic. Donc c'est intéressant. Ça veut peut-être dire d'une part que je vais pouvoir m'en servir pour peut-être influencer la stratégie d'un point de vue global sur le site. Alors ici, pour la petite histoire, on est sur un site de contenu. Donc l'idée, ça va être de dire à mon équipe de rédaction, cette catégorie-là, elle marche bien, vous ne faites pas beaucoup d'articles, faites-en plus, et puis à l'inverse, peut-être faites-en un peu moins sur d'autres catégories du site où on a une grosse volumétrie d'articles, mais finalement où on ne génère pas assez de trafic. En tout cas, je vais pouvoir, grâce à cette visualisation-là, mettre très très vite en avant des liens entre la bonne performance de telle ou telle partie de mon site et puis ce qui est bien mis en avant ou pas dans mon maillage interne. Et puis pouvoir également adapter tout ça par la suite. Je vais également, dans la même veine, essayer de comparer le trafic et le crawl de Google en fonction des catégories. Donc ici, sur un autre site, l'idée, c'est de comparer donc, ce qu'on a à gauche, c'est le trafic SEO, tout simplement, et puis ce qu'on a à droite, c'est le volume de pages qui sont connues sur Google et dans OnCrawl ici. L'idée, ça va être de se focaliser sur les catégories où on a une surperformance d'un côté. Donc, ça veut dire que si ça fonctionne très bien, peut-être qu'en appuyant encore un peu plus sur l'accélérateur, je vais pouvoir aller encore plus loin. Et puis, à l'inverse, peut-être qu'il y a des catégories où j'ai beaucoup de pages pour très peu de trafic. Et là, je vais pouvoir aller dans le détail et regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a à corriger.
Et du coup, je vais pouvoir passer à la partie optimisation. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon maillage interne? Et la première question à se poser, c'est quels sont mes objectifs, quelles sont les cibles, les pages que je veux mettre en avant ou pas. Moi, j'aime bien utiliser une logique en divisant mon inventaire de pages en 2-3 parties, avec un premier élément qui sont tout simplement les top pages, donc vraiment mes pages stratégiques, les pages que je veux absolument voir surperformer en SEO. Et celles-ci, du coup, je vais essayer de les mettre en avant le plus possible dans mon maillage interne, quitte à faire des choses qui vont parfois peut-être vous choquer, mais on verra ça dans quelques slides. Et puis ensuite, je vais également faire un deuxième lot de pages que j'estime avoir peut-être un peu moins de potentiel, mais un potentiel intéressant quand même, et qui du coup vont être à considérer de manière entre guillemets normale, à contrario d'un troisième niveau qui vont être plutôt ce qui va concerner la longue traîne. Donc typiquement, il va falloir évidemment faire le choix en fonction de la taille de votre inventaire et puis des ressources entre guillemets que vous avez à disposition. Mais il y a parfois des pages qui sont vraiment pas très, qui n'ont pas vraiment de potentiel, on va dire, d'un point de vue SEO, qui vont peut-être générer parfois quelques poignées de visites par an. Mais pour autant, ça va être difficile de s'en passer pour telle ou telle raison. L'idée, c'est qu'il faut que ces pages continuent à vivre et à être présentes dans ma structure. Par contre, si elles ont peu de potentiel, j'ai pas de gros intérêt à les mettre particulièrement en avant par rapport à des pages un peu plus importantes. Et puis, on peut également rajouter un quatrième tiers à ces lots-là. C'est toutes les pages que, grosso modo, j'ai décidé de supprimer ou d'oublier. Il ne faut pas oublier, lorsque c'est le cas, justement, de supprimer les liens vers ces pages-là. Donc, je pense notamment à des sites où parfois on a lancé, je vais inventer, peut-être que certains vont se reconnaître, mais on va avoir lancé un forum, par exemple, sur un site. On n'a plus le temps de l'administrer, de le modérer, etc. Le forum vit sa vie. Parfois, il a peut-être été hacké parce qu'on ne l'a pas mis à jour, etc. On va décider de le supprimer, très bien, mais du coup, il faut penser à supprimer tous les liens internes qui pointent vers ce forum. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau et on revient à la phase de nettoyage. Pour vous aider à choisir les pages sur ces différents lots, moi, j'aime bien le principe de Pareto parce que ça nous permet de faire grosso modo, donc ce qu'on appelle le 80-20, en tout cas de bien voir quelles sont les pages qui fonctionnent le mieux dans un groupe de pages données et celles qui fonctionnent peut-être le moins bien également parfois. Et du coup, de mettre de côté le bon grain par rapport à l'ivraie. Et puis, je vais accélérer un petit peu pour finir à l'heure. Maintenant qu'on a sélectionné les pages qui vont nous intéresser, l'idée, ça va être de mettre en place les bons blocs de liens pour travailler notre maillage interne. Donc, les premiers blocs de liens sur lesquels vous devez travailler, ce sont les blocs qui existent déjà. Donc, toute la navigation naturelle existante, le menu, le fil d'Ariane, les liens contextuels, les liens que vous pouvez placer à l'intérieur de vos articles, etc. Tout ça, ça fait partie du maillage interne. En tout cas, si vous n'avez pas fait les choses de manière trop exotique. Et du coup, il peut être intéressant de faire évoluer ces éléments-là. L'idée, c'est évidemment qu'on ait un lien le plus fin possible, on va dire, entre le SEO d'un côté et puis l'UX de l'autre, pour faire en sorte que tout ça soit le plus proche d'un côté et de l'autre. Et puis, il y a quand même quelques sujets que je vais aborder rapidement avec vous. Le premier, c'est les méga menus. Alors, j'ai pris ici l'exemple de la Fnac, qui est un des sites e-commerce les plus gros de France, donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent. La Fnac, c'est un sujet qui est intéressant parce que on a, je crois, plus d'une dizaine d'univers maintenant sur ce site. Alors, je ne travaille plus pour la Fnac depuis pas mal d'années maintenant, mais c'est un site que je connais bien. La logique sur la Fnac, elle est assez simple, c'est de se dire que sur les pages d'un univers donné, on va intégrer les liens du menu qui concerne cet univers-là, mais pas les liens des autres univers. L'idée, c'est d'éviter de polluer des liens en faisant des liens, par exemple, depuis la catégorie télévision vers la catégorie jeux vidéo, encore que ça pourrait avoir un rapport, mais j'espère que vous aurez saisi l'idée. Il y a plein d'autres subtilités qu'on pourrait expliquer sur ce méga menu, mais là, je ne vais pas avoir trop le temps. Un autre exemple également, c'est la navigation à facettes. J'en ai parlé tout à l'heure. On a deux problématiques en fait sur les navigations à facettes. On pense souvent à quelles sont les pages qu'il va falloir ouvrir ou pas en SEO
parce qu'elles ont ou pas un potentiel en termes de volume de recherche, par exemple. L'autre problématique, c'est comment on va créer des liens entre ces pages-là. Un des exemples qui n'est pas parfait, mais que j'aime bien, parce que là encore, c'est un ancien client, c'est le site de TUI, donc TUI.fr, sur lequel vous pourrez aller voir et constater que il y a des éléments de filtre dans cette navigation à facettes qui sont des vrais liens SEO avec des vraies cibles derrière, et puis il y en a d'autres qui sont simplement là pour l'expérience utilisateur. Je pense notamment à tout ce qui va être tri par notes des hôtels ou ce genre de choses-là, sur lesquels on n'a pas de potentiel SEO. Donc on a un système qui reproduit exactement le même comportement pour les utilisateurs, mais qui ne génère pas de lien, et donc pas de risque pour que Google vienne voir des URL qui ne l'intéresseraient pas. J'ai parlé également tout à l'heure de navigation transverse avec les items similaires. Alors ici, on est, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, sur Amazon, où on a parfois plusieurs strates de ce type-là qui nous sont proposées. Donc là, je devais être très concrètement sur la fiche produit d'un livre Python. Et puis, on peut voir qu'on me propose plein d'autres liens vers d'autres livres en Python. C'est intéressant, c'est des liens qui sont très contextuels, qui vont très bien marcher d'un point de vue optimisation de la conversion et cross-sell, on va dire, mais c'est également très, très intéressant pour le SEO. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sites sur lesquels j'ai pu mettre en place ce genre de blocs de liens-là ont eu la plupart du temps, de très bons résultats. Donc, c'est vraiment une arme SEO qu'on ne soupçonne pas toujours, mais qui peut être très, très efficace si elle est bien implémentée. Dans la même veine, on peut également faire ce genre de maillage transverse sur d'autres types de pages auxquelles on ne pense pas souvent. Ici, un exemple sur Gala avec des liens vers des tags associés. L'idée, c'est tout simplement, de manière technique, d'aller regarder quels sont les tags qui citent le plus souvent les mêmes articles, et puis du coup, les mettre en relation les uns avec les autres. Et puis, parfois, on a également des blocs qui sont vraiment là purement pour faire du SEO. Je reviens ici sur la FNAC avec ce que vous pourrez trouver en naviguant sur la page d'accueil. Vous verrez qu'en cliquant sur la petite flèche en bas au centre, on voit qu'ils abusent peut-être un petit peu de ce bloc de lien-là. En tout cas, c'est très, très efficace et ça marche très bien pour arroser des pages qui ne sont pas forcément toujours en relation avec ce qu'on veut mettre dans notre méga menu, par exemple, ou ce genre de choses. Pour finir rapidement, l'idée, c'est évidemment de continuer l'optimisation de tout ça, de faire évoluer le maillage interne, donc s'adapter aux évolutions à la fois de son site et de son marché. Et du coup, on va essayer, lorsqu'on conçoit un système de maillage interne, d'anticiper les besoins d'évolution qu'on peut avoir. Je pense notamment à des sites qui vont être soumis à une forte saisonnalité, par exemple. Pensez à avoir la possibilité de mettre à jour votre maillage en fonction de la saisonnalité pour mettre en avant les bonnes pages au bon moment. Même chose pour les grosses variations d'inventaire, etc. Et du coup, il peut s'agir d'avoir une interface d'administration, il peut s'agir d'avoir un fichier d'import avec des blocs de liens en statique, par exemple, ou des bases de données, peu importe. L'idée, c'est tout simplement d'avoir vraiment la main sur ce que vous faites et d'être capable d'intervenir sans trop de problématiques techniques derrière. Et puis également, pensez bien que c'est bien beau d'avoir mis en place des optimisations, mais il faut mesurer ce que vous faites. Là encore, une citation que j'aime bien, on n'améliore que ce que l'on mesure. Donc pensez bien également à bien noter, par exemple, les dates de mise en production de vos optimisations, de bien surveiller ce qui se passe en termes de résultats, en termes de trafic, de ranking, etc., pour tirer les conclusions. Ici, on est sur un exemple où les choses se sont plutôt bien passées. C'était un petit test sur un client. Parfois, ça ne se passe pas toujours aussi bien que prévu, donc c'est bien de pouvoir tester sur des petits échantillons avant de remettre en cause l'intégralité du maillage d'un site. Mais en tout cas, il faut savoir faire la part des choses et le retour d'expérience, on va dire, sur ce que vous avez mis en place. Voilà pour moi. Eh bien, merci à toi, Julien, pour cette super conf sur le maillage interne. Alors, je vois qu'il y a un flux de questions, donc on va faire au mieux. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Alors, attends, je vais juste masquer les slides et te projeter une première question, celle qui a le plus de votes. Donc, pour manipuler le maillage interne, faut-il mieux utiliser des liens nofollow ou offusquer les liens? Alors, c'est vrai, on en parlait, tu vois, juste avant. Oui, on en parlait juste avant. Alors, si je devais choisir entre les deux, je pense que je prendrais quand même l'obfuscation de lien.
Cela étant, l'obfuscation de lien, pour moi, c'est un dernier recours. C'est-à-dire que souvent, on peut déjà se contenter de supprimer beaucoup de liens qui ne sont pas très utiles, de parfois les remplacer également par des méthodes que je ne vais pas appeler de l'obfuscation, mais du maquillage, on va dire. On a aujourd'hui beaucoup de sites, par exemple, qui font appel à des fonctionnalités JavaScript. Parfois, remplacer un lien par un simple bouton, ça va permettre d'avoir à peu près le même résultat d'un point de vue optimisation technique SEO, sans faire appel à des méthodes d'obfuscation qui souvent sont un peu datées, ne fonctionnent pas vraiment. Et du coup, pour finir là-dessus, avant de mettre en place de l'obfuscation, testez bien le fait que Google ne comprend pas ce que vous faites lorsque vous faites de l'obfuscation. J'ai vu plein de sites sur lesquels on avait plein de liens obfusqués, sauf que Google comprend tout à fait ce qui se passe et va quand même voir les pages derrière. Donc, c'est pas forcément très pertinent de faire ça. Ok, top. Ensuite, nous avons une question autour des cocons sémantiques. Est-ce que tu recommandes de suivre une logique de cocon sémantique pour le maillage interne ou simplement de faire du maillage vers des pages qui semblent pertinentes? Et puis, alors, il y a une deuxième question, c'est est-ce que tu recommandes un nombre de liens minimum vers chaque page? Alors, je vais commencer par la deuxième question parce qu'elle est plus simple. Si on veut qu'un item soit dans notre fameux scope SEO dont je parlais tout à l'heure, il suffit d'un seul lien. On pourrait également tricher un petit peu, et peut-être que ce sera une autre question, mais parler de sitemap, par exemple. Je préfère avoir un lien qu'une citation dans un sitemap. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, je pense que c'est surtout une question d'école de pensée en réalité. Moi, ce que j'aime bien, c'est garder un petit peu de liberté par rapport à tout ça. C'est-à-dire que des logiques comme le cocon sémantique, ça permet d'organiser les choses et de créer des structures qui sont cohérentes. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans. Et si parfois on se dit que tiens, il y a un lien qui va peut-être sortir d'un cocon, mais qui fait tout à fait du sens d'un point de vue utilisateur, par exemple, il ne faut pas s'interdire de le faire et il faut absolument garder cette liberté-là. Oui, sachant qu'il y a plusieurs versions de définition de cocon en plus autour du maillage interne à avoir en tête. Voilà. Alors, dans le cas du renommage d'une URL, je crée une redirection, très bien, vers la nouvelle URL pour conserver le jus. Mais au bout de combien de temps puis-je au final supprimer cette redirection? Est-ce qu'il faut la maintenir ou est-ce qu'on peut la supprimer à un moment donné? Alors, il faut la maintenir absolument. Ça fait partie des sujets que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans cette presse qui était déjà un peu longue. Mais moi, j'ai vois plein d'exemples de sites sur lesquels, même plusieurs années après une migration, par exemple, on a toujours du crawl sur les anciennes URL, notamment des sites qui sont historiques, on va dire, ou qui ont une popularité assez importante. Donc c'est peut-être un peu plus facile sur des plus petits sites qui se lancent, par exemple. En tout cas, il faut absolument maintenir ces règles de redirection-là. Les choses qu'on peut envisager éventuellement, c'est notamment via l'analyse de log, d'aller regarder à quel point des règles anciennes sont toujours importantes ou pas. Mais du coup, ce sera le seul juge de paix, on va dire, pour faire ça. Très concrètement, j'ai en tête un site sur lequel la dernière migration d'URL a eu lieu il y a 3 ans. Aujourd'hui, je dois avoir à peu près 5% du crawl quotidien de Google qui est fait sur d'anciennes URL qui appartenaient justement à mon ancien scope. Donc voilà, au bout de 3 ans, j'ai toujours pas la possibilité de supprimer mes règles de redirection. Ok, donc gardez vos règles de redirection. Je voyais qu'il y avait d'autres questions, pareil pour de la refonte, c'est le même sujet. On garde les règles à moins de faire une analyse de log poussée. Alors, autre question un peu différente. Est-ce que le fait d'avoir 2 liens sur une page X qui mène vers la même page Y, est-ce que c'est un gaspillage de jus? Alors ça, c'est une vaste question. On a là encore des écoles de pensée différentes au sein de la communauté SEO. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait à ça. Il y a des tests qui permettent de montrer qu'il y a une influence en termes de transmission de sémantique vis-à-vis de l'encre de lien. Et du coup, a priori, il faut faire attention à la première encre qui va être trouvée. Maintenant, c'est aussi en fonction de l'emplacement des liens également. Je pense que ça, c'est plus important et plus facile à mesurer, le fait que un lien dans le cœur de la page, dans le cœur du contenu, va avoir plus de poids qu'un lien dans le footer, par exemple. Après, le fait d'avoir plusieurs fois le même lien d'une page A vers une
page B. Évidemment, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter. Maintenant, encore une fois, si ça a du sens d'un point de vue expérience utilisateur, par exemple, pourquoi s'en passer? Je me suis jamais dit que c'était vraiment un problème sur tous les sites sur lesquels j'ai pu bosser. Encore une fois, ça revient un petit peu à la question dont on parlait tout à l'heure sur le cocon. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer sur des chemins de pensée comme ça. Vous avez probablement des problématiques bien plus importantes à gérer que le fait d'avoir 2 liens identiques. Donc, au-delà de ça, hein, de toute façon, ce que tu dis notamment, c'est penser à l'utilisateur, dès lors que ça fait du sens. Exactement. De toute façon, plus les années passent, plus on se dit c'est bien de penser à l'utilisateur. Donc, c'est pas mal. C'est ça. Même en SEO technique. Ok, écoute, on repart quand même sur les ratios, hein, parce que c'est très chiffré comme conférence. Est-ce qu'il y a un ratio à respecter entre lien descendant et lien ascendant? Là encore, je vais peut-être être un peu décevant, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de ratio en particulier. Ça va vraiment dépendre des contextes et des concepts des sites, on va dire. Je pense notamment à la grosse différence qu'il peut y avoir entre des sites qui vont plutôt être sur de la localisation. Je pense à tout ce qui va être annuaire, petites annonces, etc., qui vont avoir une logique un petit peu différente de la catégorisation sur de l'e-commerce ou du média. Maintenant, la logique, c'est qu'il faut pouvoir faire ma remontée et ma redescente d'inventaire. J'ai vu passer quelques questions sur le volume de liens, par exemple, à avoir sur les pages. Je pense que c'est peut-être plutôt ça la question à se poser, c'est à quel moment je dois me dire que là, j'ai peut-être un peu abusé sur le nombre de liens sur ma page et il faut réduire un petit peu la voilure. Et encore une fois, c'est encore très, très lié pour moi à l'expérience utilisateur. C'est des choses qui peuvent se mesurer, hein, tout simplement le volume de clics ou le volume d'attention, on va dire, des internautes sur tel ou tel bloc de liens. Ça peut vous permettre de faire le choix. Ok, top. Alors là, on a une autre question, d'ailleurs, qui rejoint, je crois, une slide que tu as présentée. Tu présentais une slide autour des tags. Donc là, est-ce que le tagging, justement, d'articles de blog peut être utile, justement, en maillage interne et en SEO? Alors pour moi, ça l'est d'autant plus sur des sites qui commencent à avoir un volume important de contenu. Parce que alors, les tags, ça peut être vu plus ou moins comme simplement des catégories, sauf que y a un moment où avoir beaucoup de catégories, ça devient compliqué à gérer, et c'est plus facile d'un point de vue administration, on va dire, de passer par des tags. Donc dans ces cas-là, effectivement, ça peut être utile d'avoir ce genre de page-là. Ça mène par contre à des problématiques, notamment sur le fait que on a souvent des doublons de tags, par exemple. Alors, sur l'exemple justement que je montrais, je ne suis pas rentré dans les détails par manque de temps, mais on nous parle de décès, dommages, de mort, d'enterrement, etc. C'est toujours la même logique. Donc, il faut aussi penser, lorsqu'on utilise les pages tags, à essayer de garder un peu la main là-dessus, de faire du nettoyage de temps en temps, voire d'avoir des logiques un petit peu plus importantes. J'ai en tête un client sur lequel, où justement, on a une logique de se dire que on n'ouvre pas une page tag tant qu'il n'y a pas au moins un nombre de, 4-5 articles publiés sur ce tag-là. S'il n'y a pas au moins ce volume-là, le tag n'existera pas côté utilisateur. Il existe techniquement dans notre base de données, mais il ne sera pas affiché sur le site. Et d'ailleurs, peut-être pour compléter la question, est-ce que derrière la création de ces pages tags, tu vas essayer justement de les rapprocher de mots-clés avec des volumes de recherche ou pas forcément? Alors malheureusement, généralement, les tags, c'est plutôt les équipes de rédaction qui vont les gérer et on n'a pas toujours la main là-dessus. Évidemment, et dans un monde idéal, ce serait l'idéal de faire ça. C'est rarement possible, en tout cas sur les sites sur lesquels je bosse. Ok, super. Alors là, on va changer un petit peu de scope. J'arrive plus à me montrer la question, c'est pas grave. Alors, vous avez parlé de page contact, mention légale concernant le PageRank, et c'est vrai, souvent c'est des pages qui reçoivent énormément de liens pour le coup. Donc en PageRank interne, le score doit être plutôt élevé. Donc justement, par rapport à ces pages, c'est quoi ton conseil? Est-ce qu'il faut les offusquer? Est-ce qu'il faut du nofollow interne? Est-ce qu'il faut rien faire? Alors là encore, hein, c'est une question compliquée. Je vais répondre 2 choses. La première, c'est que il faut faire attention à ces pages-là parce qu'on nous parle notamment, alors c'est pas un sujet qui est très à la mode en France, mais qui est un peu plus
Dans le monde anglo-saxon, par exemple, on nous parle de EAT, donc expertise, autorité, trust, etc. Le fait d'avoir ce type de page-là, c'est un des éléments, c'est marqué dans la doc de Google, hein, qui est vraiment important. Donc, avoir une page mention légale sur son site, c'est important. Maintenant, si votre page, elle est maillée sur toutes les pages ou pas, est-ce que c'est important? Ça, on n'a pas la réponse, donc peut-être qu'il faut le tester. L'autre point qui est intéressant que je vois fait parfois, et je ne sais pas si je m'aventurerai à le faire, mais la démarche est intéressante, c'est de se dire, puisque j'ai ces pages-là qui sont structurellement difficiles à retirer de mon site, est-ce que je ne peux pas m'en servir pour justement être un relais de maillage interne vers d'autres pages importantes du site? Et du coup, est-ce que je ne peux pas intégrer des blocs de maillage interne sur ma page contact, sur ma page mention légale, pour pointer vers mes top pages stratégiques d'un point de vue business? Voilà, c'est peut-être une réflexion également à avoir. J'avoue que c'est un petit peu tiré par les cheveux parfois, mais après tout, ça ne coûte rien, là encore, de tester et d'essayer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tester et regarder les résultats de ce qu'on fait. Super. D'ailleurs, en fait, ta réponse me donne une idée. C'est que les white hats se posent la question, est-ce qu'il faut qu'on masque la page mention légale? Alors que les sites black hat, justement, se posent la question à l'inverse, c'est comment on fait pour mettre en avant une fausse page mention légale. Donc, plutôt intéressant cette partie-là. Écoute, un gros merci à toi, Julien. Alors, désolé, hein, énormément de questions. N'hésitez pas à contacter Julien directement sur Twitter, sur Twitch, pour lui poser d'autres questions. Un grand merci pour ta